Alors bonsoir à toutes et à tous, je suis ravi de fêter cette 300e rencontre Vlil. Ça fait déjà 4 ans que ces rencontres existent et je suis toujours surpris que ça continue d'exister, mais pour le coup vous êtes toujours fidèles. Et qui de mieux que pour fêter cela que Bruno Doucet. Bruno qu'on connaît déjà depuis si longtemps à travers sa poésie aux éditions Bruno Doucet, à travers ses romans, à travers ses livres. Et ce soir, on a la chance d'avoir ce roman-là, Indomptable, aux éditions Emmanuel Colas. Et pour le coup, là aussi, quelle chance que les éditions Emmanuel Colas continuent d'être à nos côtés. Alors déjà, une très belle rencontre à vous et bienvenue Bruno pour cette 300e rencontre. Merci Anthony. Ravi que tu sois cet invité-là. C'est un petit peu le hasard, mine de rien, mais voilà, ça tombe bien, une fois de plus. Alors, on va parler d'Indomptable, on va rentrer dans le vif du sujet. J'aimerais déjà que tu nous parles de ton envie d'aller vers le roman. On sait à quel point la poésie est véritablement ton socle, ton cœur, tes entrailles, je dirais même. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé justement dans ton esprit? Est-ce que c'est le sujet euh, qui a voulu pénétrer en toi pour que justement tu puisses aller vers une matière romanesque à laquelle tu étais peu habitué, même si dans certains de tes livres, le romanesque était là, clairement, mais peut-être pas sous cette forme-là. Pour le coup, là, tu te livres en grande partie en tant qu'écrivain. On en parlera tout à l'heure dans cette deuxième partie qui est si intéressante aussi et qui transgresse totalement avec la première partie où tu t'attaches à ces personnages que sont la fratrie Klitschko et Mirarai, dont on parlera évidemment tout à l'heure. Alors j'aimerais déjà que tu nous parles de ce roman, de cet accouchement. On voit à quel point, tu en parles aussi dans la deuxième partie, à quel point Mhm. c'était loin d'être évident, c'était loin d'être facile. Comment s'est matérialisée l'idée que tu as eue pour créer ce roman? Alors, bonsoir à toutes et à tous. D'abord, vous dire que je suis vraiment très, très heureux d'être avec vous, devant vous, ce soir pour vous parler d'Indomptable. Alors, le roman, il est dans ma vie depuis toujours, hein. Mes premières velléités d'écriture, quand j'étais petit garçon, c'était pour tenter de raconter des histoires, mais je trouvais ça extrêmement difficile. Et la poésie est venue un peu comme voilà, comme une grâce, avec peut-être pour moi plus de facilité, mais le roman a toujours été un objectif et un besoin très différent d'ailleurs de ce qu'est la poésie. Les deux ne se, Ces deux formes d'écriture ne se convoquent pas du tout de la même manière. Alors, des romans, j'en ai écrit plusieurs, mais ces dernières années, j'ai consacré un cycle de 7 romans, tantôt pour adultes, tantôt plutôt pour la jeunesse, chez différents éditeurs, mais un cycle tous consacrés à des poètes qui étaient des poètes qui étaient au fond les personnages de mes romans. Il y a eu Federico Garcia Lorca, Victor Rala, Lounès Matoub, Pablo Neruda, Yanis Ritsos, Max Jacob, Marianne Cohn, des poètes qui ont tous été emprisonnés, assassinés, sauf un, Yanis Ritsos, qui a réussi à échapper à l'enfer des camps dans lesquels il était enfermé. Et en 2021, au moment où je publiais Ne pleure pas sur la Grèce de Ritsos, j'ai vraiment eu le sentiment presque physique de la clôture d'un cycle. Et à ce moment-là, d'autres histoires sont venues frapper à ma porte. Et c'est d'abord Mirareille, que tu as évoqué, Anthony, qui a commencé à courir dans ma tête. Cette jeune népalaise dont le destin est vraiment fascinant, courait déjà dans ma tête depuis pas mal de temps. J'avais depuis longtemps envie de consacrer un récit à la question de l'effort physique, du dépassement de soi, de, du dépassement des limites, mais aussi un livre consacré à la force de nos imaginaires. Et Mira était déjà là lorsque la guerre en Ukraine a éclaté. Et je dois dire que c'est le 24 février 2022 qui a vraiment, pour moi, rebattu toutes les cartes et qui m'a amené à associer à ce personnage de Mira d'autres personnages qui, a priori, comme cela, géographiquement ou historiquement parlant,
peuvent donner le sentiment de n'avoir rien à faire ensemble, mais qui peu à peu ont commencé à s'entrelacer dans ma tête, à tresser une natte, une corde, une histoire avec deux brins qui, à un moment donné, se rejoignent. Alors, tu disais qu'avec Yanis Ritsos, un cycle s'était clôturé et finalement, il est aussi question d'Yanis Ritsos dans ce livre-là. On a l'impression que c'est un écrivain qui est clairement peut-être ton double, ton jumeau, je ne sais pas, mais en tout cas, il est question aussi d'Yanis Ritsos dans ce roman. On ne va pas forcément en dire trop, puisqu'on va dévoiler quand même une certaine partie du roman, mais ce que je voulais évoquer avec toi, c'est, parce que j'ai noté dans la marge toujours et encore Yanis Ritsos. Quand on découvre cela, qu'est-ce qu'il représente pour toi finalement, puisqu'on sent que malgré la fin de ce cycle-là, il est encore là. Qu'est-ce que ça veut dire Oui. finalement? Il est encore là, mais il n'est cité qu'une fois et encore dans les toutes dernières pages du livre, parce que ce n'est pas un roman consacré à la poésie, ni même à ce poète grec. Mais c'est vrai que Ritsos, pour moi, est un auteur majeur. C'est probablement celui qui m'a le plus influencé ces 10, 15 dernières années. C'est un poète grec qui a connu l'enfer des camps pendant d'abord il a payé très cher ses engagements, hein. D'abord pendant la guerre civile grecque, où il était enfermé dans le camp de Macronissos, de très sinistre réputation, et où il organisait une école secrète de poésie pour remonter le moral de ses camarades. Et puis ensuite, il va connaître une autre période de détention, tout aussi terrible, sous la junte des colonels, à partir du 21 avril 1967, date du coup d'État. Et mon précédent roman, Ne pleure pas sur la Grèce, se situait vraiment dans cette période-là. Je me suis intéressé à 2 années de la vie d'Yanis Ritsos, 67, 68, 69, et le moment où il est enfermé dans deux camps, l'un à Yaros, dans les Cyclades, et puis l'autre dans le Dodécanèse, cet archipel qui se trouve pas très loin des côtes turques, notamment dans le camp de Léros Parthénie. Alors, il y a un lien qu'on ne va pas dévoiler. C'est vrai qu'il y a un lien un peu ténu avec cette histoire que j'ai écrite. Une petite chose, tu disais à un instant, Anthony, que Rizzo, c'était mon double. J'aime assez cette idée parce que lorsque j'écrivais Ne pleure pas sur la Grèce, j'avais exactement le même âge que Yanis Ritsos dans l'histoire que je racontais de lui. Il y avait vraiment voilà, un parallélisme de situations dans la chronologie de nos vies respectives. Et c'est quelque chose qui a beaucoup guidé mon écriture. Alors que cette fois, tous mes personnages sont nettement plus jeunes que moi, avec la question des dates de naissance des personnages, de leur inscription dans l'histoire réelle. C'est quelque chose qui est important dans ce livre qui est indomptable. Mais finalement, tu as l'hypercute de Klitschko, mais de manière littéraire, j'ai l'impression. Bah écoute, ouais, lui est très impressionnant. 2 mètres 3, 120 kilos. Alors je me sens tout petit à côté. Mais c'est vrai que j'ai été assez impressionné à partir du 24 février 2022, quand la guerre a éclaté, par ses prises de position et l'espèce de force qui émanait de ces deux frères, de ces deux géants, hein, qui ont été tous les deux champions du monde de boxe et qui ont connu bah, toutes les transformations de l'Union soviétique, hein, son effondrement. D'abord, ils ont connu Tchernobyl, une époque aussi où le conditionnement anti-américain était extrêmement fort. Et puis, ils vont l'un et l'autre, Vladimir, le jeune frère, et surtout Vitali, qui est l'un des personnages majeurs de mon roman, eh bien, il va découvrir progressivement, mais on y reviendra peut-être, son identité ukrainienne. Tout à fait. Alors, ce qui est très intéressant dans ce roman, c'est que quand on découvre un roman ou un livre de Bruno Doucet, on ne pense pas forcément ni à la course à pied, ni à la boxe. Et ce qui est intéressant, et ce que tu dévoiles, c'est que tu ne connaissais pas finalement leur parcours de vie, ou très peu, en tout cas de manière extrêmement
succincte. J'aimerais que tu nous parles notamment de cette phrase de Chalamov que tu cites, qui dit l'écrivain est l'espion du monde des lecteurs. C'est une Mm. phrase intéressante parce que tu parles aussi de ce lien finalement entre la véracité de l'histoire et de l'autre côté, c'est la matière que crée l'écrivain. C'est quelque chose qui te façonne, mine de rien, tu aimes écrire finalement dans les creux des personnages historiques. Oui, oui, qui me façonne et qui me fascine aussi, hein, parce que je crois que j'aime déplacer les lignes, les frontières qui séparent la réalité et la fiction. Parce que dans ce livre, qui est une œuvre de fiction, où la place de l'imagination est primordiale, je convoque deux personnes réelles dont je fais des personnages de fiction, Vitaly Klitschko et Mira Rey. Je les fais se rencontrer par le biais d'un troisième personnage, alors que dans la vraie vie, je suis absolument persuadé que non seulement ils ne se sont jamais croisés, mais ils n'ont même jamais entendu parler l'un de l'autre. Et j'invente un troisième personnage, né de mon imagination, dont beaucoup de lecteurs me disent, bah, au début, je croyais d'ailleurs que c'était toi, Exactement. c'est ce qu'on me dit, jusqu'au moment où il y a un accord du participe passé avec et eux qui, pour certains, est apparu comme une faute d'orthographe, et pour d'autres, la marque d'une présence féminine dans l'écriture. Et donc, le lecteur est un peu piégé. Moi aussi, je me suis fait peut-être l'espion du lecteur ou de la lectrice qui, d'un seul coup, est en quelque sorte, non pas piégé, parce que le mot est peut-être un peu fort, mais surprise, de voir que je déplace constamment les codes. Et puis, à la fin de l'histoire, pour celles et ceux qui ne l'ont pas encore lu, je n'ai pas envie de trop en dire et de trop dévoiler, mais ce sont les personnages, les êtres réels devenus des personnages de fiction qui viennent au secours de la réalité de mon personnage principal qui est enfermé dans le huis clos d'un abri anti-aérien du côté de Mariupol en pleine période d'invasion russe de l'Ukraine, c'est-à-dire il y a très exactement 2 ans, jour pour jour. Voilà. Donc, c'est vrai que j'aime jouer. Il y a une dimension ludique, mais cette dimension ludique, en fait, elle est porteuse d'un message qui, pour moi, est extrêmement fort. La littérature est un cadre plus vaste que l'existence. Une bibliothèque est plus grande que le monde parce qu'elle porte en elle des mondes. Des mondes d'ailleurs qui peuvent s'affranchir même des lois de la pesanteur terrestre, qui peuvent nous entraîner dans des univers qui n'existent pas encore, qui peuvent déplacer constamment nos lignes d'horizon. Et ce que je trouve formidable dans la littérature, dans le roman, mais aussi bien sûr dans la poésie, c'est cette possibilité qui nous est offerte de nous glisser dans la peau d'autrui. Quoi de plus formidable pour un homme de 60 ans, comme je le suis, de se glisser dans la peau d'une femme qui en a 40, qui vit quelque part en Ukraine, qui fait un métier que je n'ai jamais pratiqué, qui est dans une situation de vie qui n'est pas la mienne du tout, mais de me glisser dans sa peau au point de ressentir pratiquement son existence physique et de la faire vivre en moi ou de pouvoir vivre en elle. Donc ça, je pense que c'est le propre de la littérature que d'une part, démultiplier les possibilités du réel. C'est la puissance démultiplicatrice de la littérature qui s'offre à nous, mais aussi cette capacité qui est là de nous amener à nous penser nous-mêmes comme un autre. Euh, Très exactement, nous devenons nos personnages, ils vivent à nos dépens, et d'ailleurs, moi j'ai beaucoup de mal à terminer un roman. S'il n'y avait pas eu Emmanuel Colas pour me dire maintenant, donne-moi ton texte, il est prêt, ne reviens pas dessus, je veux le publier, je crois que je serais encore en train
de tricoter d'autres épisodes parce que mes personnages m'accompagnent. Vitali, Mira, Mélina, ces trois-là forment une espèce de triade qui m'accompagne dans ma vie quotidienne. Je rêve d'eux très régulièrement. Je me bats et je cours avec eux. J'ai l'impression de vivre parfois les mêmes enfermements avec ce même sentiment de claustrophobie. Il m'arrive de me sentir enfermé dans un abri anti-aérien et j'ai le sentiment que mes personnages me donnent une force. D'ailleurs, c'est un peu l'objectif que j'avais en écrivant ce livre, c'était écrire un livre qui puisse me permettre et permettre au lecteur d'aborder les temps difficiles dans lesquels nous nous trouvons. C'est-à-dire un livre qui donne la pêche, un livre qui convoque une énergie qui est là, je l'espère, presque à chaque page, et qui à la fois revitalise nos imaginaires, mais en même temps nous, nous dit à quoi nous arrimer dans l'existence lorsque la guerre, les rapports de domination, le patriarcat violent, euh, eh bien, font vaciller les repères que nous avons autour de nous. Finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas quatre personnages dans ce roman? Est-ce que Bruno Doucet n'est pas aussi un personnage du roman? Ben, Parce je crois que je suis un peu en chacun d'eux. Il y a d'ailleurs un Bruno Doucet qui fait une petite intervention à la fin en envoyant une lettre, mais là encore, celui-là, c'est à la fois moi et pas tout à fait. Voilà, il y a des éléments de sa vie qui ne sont pas tout à fait les coordonnées précises de la mienne. Donc là encore, je joue, mais c'est vrai que moi, je me sens terriblement Mira, terriblement. Je ne cours plus, mais j'ai longtemps couru et la foulée, le sens de la foulée, le sens de l'effort, le rythme, ce que j'ai découvert quand je faisais des semi-marathons ou des choses comme ça, eh bien, j'ai réussi je pense, à le glisser dans l'écriture. J'ai- je- il me semble avoir eu des écritures un peu différentes. Par contre, la boxe, non, la boxe, je ne connais pas. Moi, je ne me suis jamais battu, sauf assez fréquemment dans mes rêves, voilà, où j'affronte, voilà, mais comme tout le monde, hein, une adversité. Mais, mais non, la vie des poings, je ne la connais pas. Le bruit du gant de boxe qui s'écrase sur le visage d'autrui, physiquement, je ne sais pas ce que c'est. Mais par contre, j'ai beaucoup suivi les combats de Vitaly Klitschko. J'ai eu l'impression de pouvoir vraiment rentrer à l'intérieur de son univers mental et puis de me glisser dans ce quadrilatère extrêmement resserré de la cage, du ring. Parce que c'est une cage en fait, hein. On est enfermé dans ce tout petit quadrilatère et il n'y a que deux alternatives, il n'y a que deux possibilités, vaincre ou être vaincu. Et dans tous les cas, il s'agit d'affronter. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que il y a des défaites qui sonnent comme des victoires qui sont des défaites, et que, et que finalement, se battre, c'est une disposition par rapport à la vie. Que faisons-nous dans les épreuves? Que peut-on faire quand on vit dans un pays en guerre? Affronter faire face ou partir, euh, prendre ses jambes à son cou pour aller ailleurs. Et ce peut être un acte de grand courage et non pas du tout de lâcheté. Et au contraire, rester sur place et tenir, affronter la difficulté. J'ai l'impression que nous sommes toujours confrontés à cette problématique dans la vie, en fait, hein, que nous sommes toujours à la croisée de ces chemins-là dans mille et une situations de nos existences. Pas seulement dans l'adversité, dans la guerre ou les épreuves, mais que constamment nous avons à choisir entre rester ou partir, affronter ou esquiver, faire face, objecter des arguments,
tenir, faire acte de résistance ou se déplacer, faire un pas de côté, un pas chassé, donner à voir un autre visage, un autre paysage de soi, etc., déjouer un conflit. Nous sommes constamment, tous les jours, dans des situations de cette nature. Et il me semble que lorsque nous nous trouvons dans un pays en guerre, eh bien, nous sommes très directement concernés par cette situation. Les Ukrainiens ont eu un choix à faire le 24 février 2022, partir ou rester. Et ces choix ont été concertés, ils ont été discutés dans les familles. Beaucoup de mamans sont parties avec les enfants sur les routes de l'exil, on le sait, et les pères sont restés pour se battre. Euh, et ces dispositions d'esprit, elles sont présentes dans le roman, et mes deux personnages incarnent cela. Euh, Amira Ray, la transformation du paysage, elle monte et descend des montagnes, elle gravit et dévale des pentes. Elle veut échapper au destin qui a été tracé pour elle. Un mariage forcé, la pauvreté à vie, euh, et la course à pied, l'endurance, porte en elle une capacité de transformation de son paysage existentiel. Et Vitaly Klitschko, qui est un garçon qui n'aime pas se battre, qui n'aime pas ça. J'ai passé beaucoup de temps à le raconter, notamment dans des scènes d'enfance que j'ai complètement imaginées, mais qui, je crois, sont proches de la psychologie de cet homme. Euh, Lui s'est retrouvé confronté à cette adversité dans le combat physique avec autrui. Simplement, ce qui va se passer pour lui, c'est qu'après être né dans les immensités insensées de l'Union soviétique, après le mensonge de Tchernobyl, l'effondrement de l'URSS, il découvre la racine profonde de son existence, c'est-à-dire son identité ukrainienne. Merci. Alors justement, tu dis à propos de Klitschko que le premier-né que casse Vitali est celui de l'URSS. Ça aussi, c'est une formule qui marche particulièrement parce qu'il découvre, comme tu l'as dit si bien, les mensonges de Tchernobyl, mais aussi les mensonges et la propagande soviétique. C'est quelque chose qui le révolte et ça fait aussi référence à ce titre indomptable. Finalement, ce choix-là, tous ces choix que tu as cités juste avant, est-ce qu'on ne pourrait pas y rajouter être dompté ou résister? Oui, c'est être dompté ou résister. Alors, être dompté, bon, il y a toujours cette image de quelque chose de sauvage, d'être sauvage qu'on n'arriverait pas à apprivoiser. Moi, dans le terme indomptable, je vois plutôt le fait de ne pas pouvoir faire plier euh, des gens. Vous remarquerez que mes trois personnages proviennent de petits pays. L'Ukraine, certes, territorialement parlant, c'est un vaste pays, mais dans les immensités de l'Union soviétique, c'est peu de choses. Et d'ailleurs, on voit à quel point les Russes font peu de cas de l'autonomie de ce territoire. Donc c'est un territoire aujourd'hui en voie d'annexion. Je rappelle que ça a commencé il y a longtemps, en 2014. Euh, En 2015, avec Muriel Ziak, nous étions là-bas à Kiev et aux portes du Donbass, à Kharkiv, et nous avons pu voir cela. Donc, ça, c'est aussi la raison pour laquelle j'étais particulièrement bouleversé il y a 2 ans lorsque ce pays a été envahi. Mais c'est la même chose pour le Népal. Le Népal, c'est un tout petit pays coincé entre des géants, l'Inde, la Chine. Et d'ailleurs, Mira, à l'école, dit, mais ce pays, il est vraiment minuscule. Elle découvre la carte de son pays, mais elle dit, mais c'est un petit carré, c'est un petit rectangle. On dirait un arpent de seigle que cultivent mes parents. Ce petit pays coincé. Et puis son maître d'école va chercher une feuille de papier chiffonné dans une poubelle et il lui dit, déplie, déplie la feuille, déplie-la. Voilà, c'est ça le Népal, c'est ça ton pays. Regarde, quand tu déplies cette feuille comme un origami, tu vois, elle prend une dimension immense. Si on pouvait déplier les montagnes les plus hautes du monde, on parle de l'Himalaya, bien sûr, euh,
eh bien, on aurait un pays, un territoire immense. Et puis, mon troisième personnage, Mélina, alors, sans trop en dire, mais elle appartient à cette communauté grecque d'Ukraine qui vit sur les rives de la mer Noire et de la mer d'Azov, qui a communauté en partie autrefois peuplé la péninsule de Crimée. Et elle appartient donc à un autre petit pays, le Népal, l'Ukraine, la Grèce, trois pays qui ont eu au cours de l'histoire et de l'histoire récente à se battre pour préserver leur indépendance des territoires qui ont subi eh bien, parfois des tentatives d'annexion, de colonisation. Et donc, il s'agit pour ces trois territoires et ces personnages de défendre une identité, de défendre une langue, de défendre une culture, une vision du monde. Justement, j'aimerais qu'on revienne sur le village de Sanodouma pour Minarej. On apprend beaucoup de choses sur le Népal. Alors, j'aimerais que tu nous en parles aussi. Je ne pensais pas que cette société-là, à cette époque-là, était extrêmement patriarcale, que les mariages à 13 ans pouvaient aussi Mm. exister. Je ne sais pas si certains ont été aussi surpris comme moi quand ils l'ont lu, mais ce pays-là, il a quand même quelque chose. Qui était finalement, en France, en tout cas, on connaît bien peu ce pays, excepté via RG peut-être avec Tintin au Tibet, Mm. mais Mm. finalement, on connaît bien peu ce pays-là, et c'est vrai qu'on est surpris quand on te lit. J'aimerais que tu nous parles de tes recherches, peut-être au sein même du matériau que tu as tissé autour, parce qu'on rappelle que certes, les personnages sont réels pour les deux principaux, mais tout le décor autour est réel. Le fond historique est réel, notamment sur l'URSS et les événements historiques qui s'y passent. Tout n'est pas forcément imaginé, mais pour le coup, cette société au Népal, comment tu pourrais la décrire et quelles ont été les conditions de vie à cette époque-là, dans les années 2000? Oui, oui, alors voilà, Miraray est née le 31 décembre 1988. Elle a donc aujourd'hui 36 ans. Elle est née dans une société patriarcale à l'est du Népal et dans un pays qui connaît des castes un peu comme l'Inde. Et donc, la, disons, la communauté des Rails, c'est le même nom que son nom de famille, eh bien, appartient à des basses classes, de basses castes, et sa famille, eh bien, n'était pas. Ce sont des gens qui travaillent la terre, qui vivent dans les contreforts sud de l'Himalaya et qui ne parviennent pas à garantir plus d'un repas par jour à leurs enfants. Donc, elle est confrontée eh bien, à la vie d'une petite fille qui doit aider ses parents au champ, qui doit descendre au torrent, à la rivière pour chercher de l'eau lorsque la source est tarie, qui s'occupe des bêtes, qui s'occupe des lessives, qui prépare les repas et qui voilà, ne pourra pas aller à l'école au-delà de 12 ans. Mais ce n'est pas très grave puisqu'à partir de 13 ans, les petites filles népalaises sont mariées. Ça, c'est une réalité, hein. C'était une réalité à cette époque, sous la monarchie, société patriarcale, dure, euh, conditions de vie particulièrement âpres. Et Mira, ce qu'elle aime, c'est courir. Elle a un don pour ça. Et elle aime déplacer la ligne d'horizon, gravir les montagnes et s'amuser de voir la maison de ses parents devenue minuscule au fond de la vallée, descendre à la rivière où elle voit parfois passer des jeunes occidentaux en rafting sur la rivière Arun. Et voilà. Et Mira n'accepte pas l'idée de ne pas pouvoir aller à l'école au-delà de ce qu'on nous on pourrait appeler l'école primaire. Euh, et elle va finir par fuir. Elle va, au gré des circonstances, eh bien, rencontrer les milices maoïstes qui préparent une transformation du pays. Je rappelle qu'à cette époque, le Népal connaît une guerre civile, hein. C'est pas simplement une guérilla, c'est véritablement une guerre civile qui oppose l'armée régulière népalaise
aux troupes maoïstes révolutionnaires. Et Mira va intégrer, à l'âge de 14 ans, 13 ans et demi, 14 ans, une unité. Elle va partir avec une brigade et va vivre dans les montagnes et la jungle cette vie cette vie des guérilleros. Elle va apprendre à combattre, à manier les armes, euh, mais n'ira pas au front, n'ira pas au combat. Et il y a plusieurs passages du roman évoquent cela, mais elle est initiée à cela. Et puis, euh, à un moment donné, euh, le, les rebelles maoïstes deviennent proposition gouvernementale et vont entrer dans un processus de démocratisation progressive du pays. Et Mira espère pouvoir rester dans l'armée, mais les organisations internationales comme l'ONU interdisent aux enfants soldats la possibilité de rester euh, dans l'armée régulière, d'intégrer l'armée régulière, étant entendu que finalement leur conscience a été abusée par un enrôlement juvénile. Et donc elle va se retrouver seule, quasiment dans les rues de Katmandou. Et c'est là que commence pour elle une nouvelle vie avec les sports d'endurance. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, moi, je me suis beaucoup documenté, vous l'imaginez bien. J'ai beaucoup travaillé cette question-là. D'abord parce que c'était des, un territoire très éloigné du mien. J'ai plongé à corps perdu dans ces paysages. Mes outils de travail, alors bien sûr, il y a des livres, des essais, des études consacrées euh, au mouvement de maoïste dans cette région du monde. Je voulais savoir d'ailleurs si c'était plutôt un maoïsme qui venait de la Chine ou plutôt d'Inde, etc. Comment se passait la vie de jeunes gens et de jeunes filles enrôlées dans cette rébellion. Voilà, donc je me suis documenté. Un ami qui connaît merveilleusement le Népal euh, m'a fait des suggestions, a relu mon texte plusieurs fois. J'ai eu de très nombreux échanges avec lui sur des points de détail, hein. Parfois, c'était vraiment des choses tout à fait ténues, mais qui ont leur importance. Et puis, ça va peut-être vous faire sourire, hein, mais j'ai beaucoup travaillé avec Google Earth. J'ai passé, avant d'écrire, plusieurs mois à visualiser des itinéraires avec Google Earth. Je peux situer sur une carte du Népal l'endroit où se trouve Sanoduma. Je peux vous décrire le chemin qui permet de descendre les 800 mètres de dénivelé qui mènent à la rivière Haroun. Je peux voilà, décrire les crevasses, le chemin qui mène à l'école, etc. Donc j'ai beaucoup travaillé de cette façon-là, mais pour créer un cadre qui est devenu aussi vivant pour moi que si j'avais vécu là-bas. J'ai le sentiment de connaître aussi bien ce territoire que, bah, par exemple, les canyons de Crète où je vais régulièrement marcher, grimper, voilà, me défouler. Donc c'est quelque chose d'assez magique pour moi. Et, et, et- et je sais que toute cette partie népalaise est juste. Voilà, aujourd'hui, je n'ai pas de doute, mais il m'a fallu me mettre à la hauteur d'une situation bien sûr, que je ne connaissais pas. Alors, ça m'intéresse particulièrement puisque dans le roman, tu dis quelque chose d'assez surprenant peut-être, puisqu'aujourd'hui on est dans une ère où tout doit être vérifié, quantifiable, etc. Et tu écris, en matière de création littéraire, on pense communément qu'il faut maîtriser son sujet, connaître à fond ce dont on parle ou se fonder sur une expérience vécue, crédible, avérée, des faits que l'on relate. Personnellement, je ne le crois pas. Je n'ai jamais enfilé de gants de boxe où les seuls rings que je connaisse sont ceux que j'ai vus à la télévision. Bref, tu continues ainsi. C'est intéressant de... Alors, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Est-ce que c'est Mélina? Est-ce que c'est Bruno Doucet? Est-ce que finalement ce n'est aucun des deux?
Est-ce qu'il y Alors, a... ce jeu n'est pas le mien, hein. Vous le savez, dans le roman, ça, ce sont les premières pages du journal de Mélina. D'ailleurs, à un moment donné, elle fait une description de son carnet. Figurez-vous que j'ai réussi à le lui emprunter. Le voici. Voilà, ce carnet qui est décrit à un moment donné, bah, vous l'avez sous les yeux. Il se trouve que je l'ai vraiment acheté en Ukraine en 2015 et que depuis 2015, voilà, je ne l'avais pas encore ouvert. C'est celui avec lequel j'ai travaillé et vous voyez que c'est un carnet brodé avec en alphabet cyrillique, en ukrainien, le mot carnet de notes, tout simplement. Voilà. Alors, effectivement, c'est ce que dit Mélina, mais c'est ce que je pense aussi, hein. Le plus intéressant, ce sont les manques, ce sont les brèches, ce sont les vides. Si nous savions tout de la vie de nos personnages ou d'une époque ou d'un contexte, mais nous n'aurions nul besoin d'écrire et nous n'écririons sûrement pas un roman. J'aurais peut-être écrit à ce moment-là un essai sur la rébellion maoïste, ou peut-être même carrément un livre d'historien sur différents états du communisme, hein, parce que c'est un vrai sujet qui m'a intéressé tout au long du roman, hein, dans des contextes très différents. Mais non, ce sont les manques qui ont suscité mon imagination, qui ont fait naître mon désir, cette petite Népalaise euh, devenue la meilleure ultra-traileuse du monde dans les années 2015. Comment a-t-elle fait? Qui est-elle pour être devenue cette jeune femme absolument extraordinaire? Comment peut-on avaler 10 000 mètres de dénivelé positif et courir 120 kilomètres? Si je le savais, si je pouvais répondre à cette question, ou si j'avais moi-même vécu ce type d'expérience, je ne me serais jamais embarqué dans un roman comme celui-ci. Et donc, je suis allé à la rencontre d'espaces inconnus pour moi, et j'ai essayé de les appréhender avec toutes les ressources de mon imagination et de ma capacité aussi à mettre en mots des histoires et puis également les moyens documentaires dont je pouvais disposer. Alors, on va faire une petite photo de groupe avant que tu nous prépares un extrait, un premier extrait à lire. Et clairement, quand Bruno Doucet lit, on écoute avec beaucoup d'attention. C'est parti pour la photo. Merci à tous. C'est à toi, Bruno. Alors là, je m'adresse justement, Mélina s'adresse à ces deux personnages que sont Mira et Vitaly Klitschko. Toi, Mira, je le sais, c'est en courant vers d'autres horizons, en franchissant des torrents, des cols, des lignes de crête et des frontières, que tu as pris la mesure du Népal en toi. Tu es et resteras à jamais la petite Népalaise qui a escaladé les plus hauts sommets du monde de l'endurance, celle qui est partie pour se trouver, qui s'est éloignée pour entrevoir un centre, un peu comme tu le faisais enfant lorsque tu gravissais les pentes de la montagne jusqu'au piton rocheux d'où tu apercevais le village de Sanodouma, là-bas, au fond de la vallée. Tu montes et tu descends et tu montes, tu pars, tu vis et tu reviens. Tu ne seras jamais une pierre éboulée. Et toi, Vitali, est-ce entre les cordes d'un ring qu'est né ton sentiment d'appartenance à la nation ukrainienne? Tu vois le jour en Kirghizie, comme on le disait alors, mais tu n'es pas kirghize. Enfant, tu vis dans l'actuelle République du Kazakhstan, puis en RDA, mais tu n'es ni kazakh ni allemand. Parce que ton père est officier de l'armée rouge, tu parcours de long en large les immensités insensées de l'Union soviétique, mais cela ne fait pas de toi pour autant un soviétique à vie. En fait, comme un boxeur parvient à fixer l'adversaire avant de l'atteindre, tu te rapproches lentement mais sûrement du centre de ton existence. Tu as 14 ans lorsque ta famille s'installe à Kiev, et c'est là que tu perçois pour la première fois, dans l'obscur terreau de la mémoire familiale, la racine ukrainienne que tu ne soupçonnais pas. Puis viennent Tchernobyl, les mensonges, les désillusions,
l'effondrement de l'URSS. À la fin, ne reste que l'Ukraine. Merci Bruno. Alors justement, sur ce mensonge de l'URSS, il y a un personnage aussi dont on n'a pas encore parlé, c'est ce père de la fratrie Klitschko, Vladimir Rodionovitch. Justement, il a un rôle important, il a un rôle quasi primordial où la défaite est à exclure. C'est quand même lui aussi qui, dans le roman toujours, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, et peu importe finalement, mais qui a interdit à ses fils, qui boxaient souvent dans la même catégorie, de s'affronter l'un et l'autre, et qui ne se sont jamais affrontés. Il ne me semble pas, contrairement peut-être, ces deux frères m'ont fait penser aux sœurs Williams au tennis qui, elles, se sont affrontées pendant des années et elles aussi ont beaucoup souffert dans d'autres circonstances aussi, mais ces deux destins sont extrêmement liés. Mais ce père, Vladimir Rodionovitch, finalement, qui était-il? Comment tu l'as envisagé dans le creux de cette histoire-là? Alors, ce père officier de l'armée de l'air, hein, de l'armée rouge, c'est j'allais dire, un pur produit hein, de l'école soviétique. Lui, il croit fermement à cette idéologie et à la transformation du monde par le communisme. Il élève ses fils dans cette optique et il les initie aux arts martiaux, au combat, etc., au maniement des armes. D'ailleurs, Vitaly Klitschko l'a dit et l'a redit à plusieurs reprises, hein, en disant, il y a 2 ans, quand la Russie a envahi l'Ukraine, si je dois mourir dans la mairie de Kiev, dont il est le maire aujourd'hui, les armes à la main, je le ferai. S'il faut aller jusque-là, j'irai jusque-là. Mais ce père rigoriste, intransigeant, autoritaire. Hein. C'est un homme qui sera euh, brisé par Tchernobyl. Il fait partie de ceux qui vont survoler le réacteur pour aller déverser en hélicoptère euh, du sable, borax, dolomite, plomb, etc., pour tenter de recouvrir le réacteur. Et il va évidemment recevoir des doses de radiation majeures qui seront toujours niées par les médecins, et il va mourir d'un cancer des ganglions. Bon, mais la fin de sa vie, c'est quand même la découverte d'autres choses que l'Union soviétique, parce que ses 2 fils, devenus respectivement et tour à tour champions du monde poids lourd de boxe, sans s'être jamais affrontés, vont l'amener à sortir de l'Union soviétique, puis d'Ukraine, et notamment pour aller passer quelques mois d'hiver en Californie, où ils sont installés au moment même où Vitaly Klitschko va tenter de reconquérir son titre de champion du monde. Quant à la promesse de ne jamais s'affronter, c'est à leur mère qu'ils la font. Hein. Leur mère qui est toujours vivante, mais qui leur a fait promettre voilà, de ne jamais s'affronter sur un ring, promesse qu'ils ont tenue. Et il y a quelque chose d'assez magnifique dans cette espèce de... Alors, ce ne sont pas des frères jumeaux, mais il y a quand même une espèce de gémellité. D'abord, ce sont 2 géants. Hein. L'un mesure 2 mètres ou 1,99 m, l'autre 2,3 m. Euh, Quand l'un était sur le flanc, l'autre devenait champion du monde et inversement. Mais ils sont toujours là, l'un pour l'autre, dans les combats. Et celui qui est sur le banc, celui qui est dans le coin, avec le médecin et l'entraîneur, c'est la force, c'est la ressource invisible du boxeur qui est sur le ring. Donc moi, j'ai été assez fasciné par cette gémellité, cette fraternité de ces 2 garçons que rien n'a désunis. Et voilà, j'ai imaginé même des situations, notamment dans les ruines du théâtre de Mariupol, où ces 2 géants pouvaient venir soulever les plaques de béton qui étaient tombées sur les pauvres gens réfugiés dans le théâtre de Mariupol après le bombardement que vous savez
il y a 2 ans. J'ai vu passer une question sur l'épisode de la lampe pour connaître sa réalité ou pas. L'épisode de la lampe, Voilà, euh, Nathalie qui pose cette question. J'avoue que ça ne me frappe pas comme ça, mais peut-être ai-je raté quelque chose, mais apparemment tu es dans le même état euh, que moi. non mais l'épisode de la lampe pour Nathalie, les pour frères préciser, ce Klitschko, serait bien. je, là j'ai pas entendu, mais on peut peut-être prendre la question Oui, tout simplement. vous m'entendez? Ouais. Oui, Pardon. Oui, bonjour monsieur. bonjour. Oui, quand la jeune Népalaise, je vais Ah, essayer de ne pas trop divulguer, part de chez elle, elle laisse un indice d'une lampe allumée pour indiquer à ses parents qu'elle part. Et moi, j'ai mis un point d'interrogation parce que je voulais savoir si ça venait de votre imagination ou si c'était un élément réel, quelque chose qui existait vraiment. Non, Les non, enfants soldats, le mariage, ça je savais. Mais cet épisode m'a marqué en fait. ouais. Ben, non, ça vient de mon imagination, mais voilà. Mais peut-être un jour irai-je voir Miraret et je lui raconterai la façon dont j'ai imaginé sa fugue en pleine nuit. Et voilà, j'espère qu'elle me dira oui, c'était un peu comme ça. Mais cette petite lampe, elle était pour moi importante. Les parents, voilà, la découvrent au petit matin. Et puis, il y a ces 2 courts chapitres qui concernent les pères, 2 petits chapitres qui se suivent. Le père de Mira qui part à la recherche de sa fille et qui est bien évidemment désemparé et qui comprend qu'il ne la retrouvera pas parce elle est partie trop vite, elle est partie trop loin. Euh, qu'elle a franchi des montagnes que même les parents n'ont jamais franchies, euh, qu'elle est allée de l'autre côté de l'horizon. Et puis il y a aussi en parallèle le père des frères Klitschko qui lui mène ses missions pour tenter voilà, de sauver des vies hein, à Tchernobyl et dans les environs. Donc, il considère que c'est sa mission et qu'il l'amènera jusqu'au bout. Donc, ce sont des êtres de devoir aussi, ces pères, hein, qui sont là. Et voilà, j'avais envie de ces situations un peu en parallèle. Merci. Jennifer, c'est à toi. En effet, épisode marquant de la lampe, j'avais pas pensé à ça, mais oui, ce départ, en effet. Bien vu, Nathalie. Jennifer, à toi. Bonsoir. Bon, Enfin, ben, j'ai lu votre roman, je l'ai trouvé bon, superbe. J'ai beaucoup aimé la construction, je l'ai trouvé très originale parce que on a l'impression au départ que vous êtes un petit peu, vous prenez un petit peu de distance quand même avec vos 2 personnages qui sont des personnages réels. Et quand vous arrivez aux personnages fictifs, finalement, on est un peu plus en dedans. Donc ça, je trouvais ça très intéressant comme façon de faire. Je m'y attendais pas en plus. Donc vraiment, construction très originale. Et alors, ce qui m'a vraiment frappé, c'est qu'il y a enfin, vous parlez de choses terribles à chaque fois, quand même, qui sont absolument affreuses, horribles et tout ça, mais on n'a pas vraiment l'impression, je ne sais pas comment vous faites, ça paraît presque agréable. Et du coup, quand même, il m'a semblé sentir en vous un énorme optimisme, quand même, malgré tout ce qui se passe. Et donc, je voulais savoir, êtes-vous un réel optimiste, en fait? Avez-vous foi en l'humanité? Moi, c'est l'impression que j'ai eue, mais je voulais savoir si c'était vraiment le cas. Et oh je- ben, merci pour cette belle question. J'ai envie de vous répondre avec une phrase qui n'est pas de moi, mais qui est d'un biologiste que j'avais lu quand j'étais très jeune. Quelqu'un qui disait les, les pessimistes ont presque toujours raison, mais ils ne font rien. Les optimistes ont quelquefois tort, mais ce sont eux qui assurent la marche du monde. Et alors, mes personnages, ce sont des optimistes, les trois. Hein, et même Mélina, qui est enfermée peut-être dans le pire, hein, parce qu'elle est quand même dans un abri anti-aérien, son fils est parti, elle a divorcé, son mari, on comprend qu'il va finir, son ex-mari va finir sa vie dans l'enfer de l'usine Azovstal. Bon, tout ça est terrible, mais en même temps, vous avez vu la fin, vous avez lu la fin du roman, donc vous voyez qu'elle va s'échapper et qu'elle va se retrouver dans un territoire, alors qui pour le coup
porte toutes les marques de l'espérance humaine, hein. Ça, c'est un territoire que je connais bien. Je ne vais pas trop en dire pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais c'est le lieu pour moi de l'espérance. D'abord, c'est le lieu où la démocratie est née. Et donc, moi, je crois, oui, que les forces de vie sont plus fortes que les forces qui tentent à vouloir la détruire. Je trouve, par exemple, la résilience ukrainienne infiniment plus puissante que la force de destruction engagée par Poutine et l'armée russe. Je pense que, hmm, je pense qu'un poème est plus fort que le fouet et la matraque qui veut briser le dos du poète. Je crois cela. Je pense que... Mais voyez, c'est tellement vrai dans l'histoire. Euh, des êtres ont été emprisonnés, on leur a coupé les doigts, on leur a arraché la langue. Je pense à Victor Hara, par exemple. Il est mort après le coup d'État du 11 septembre 73 au Chili, mais aujourd'hui, sa notoriété est mondiale. On écoute ses chansons partout, partout dans le monde, et on a oublié jusqu'au nom de ses tortionnaires. Et donc, je crois que la force de vie, oui, elle est plus grande. Et puis, je suis impressionné par cette vitalité d'une petite Népalaise qui ne fait qu'un repas par jour, mais qui a en elle une énergie fantastique, par la capacité l'intelligence dans l'esquive de ce boxeur, parce que c'est quelqu'un qui ne fait qu'esquiver en réalité. Certes, il frappe, mais il frappe pour se défendre. Mais le premier combat que je décris, il est vraiment, je crois, très significatif parce que c'est quelqu'un qui esquive et qui met l'adversaire hors de lui-même et qui pousse l'adversaire à commettre des erreurs qui lui seront fatales. Euh, Quant à Mélina, alors elle ne désespère jamais et elle va simplement saisir cette opportunité que ces deux personnages qui surgissent dans son existence vont lui offrir. Une porte va s'ouvrir à un moment donné et elle va la prendre. Alors, je rebondis sur la question de Jennifer sur l'avenir. Je pose cette question de manière récurrente chaque semaine et je me rends compte que tous les auteurs sont très pessimistes, pour ne pas dire très alarmistes, sur les années qui arrivent. J'aimerais avoir ton avis, Bruno, sur l'avenir dans 50 ans, en 2074. Comment Alors, vois-tu les choses? Comment vois-tu attends, notre société? c'est une question qui est terriblement difficile, euh, mais entendons-nous bien, décrire les 50 années qui vont se dérouler à partir de maintenant, ce n'est pas du tout la même chose que d'évoquer le monde dans 50 ans. Donc, décrire les 50 années qui vont arriver, ça, c'est pas drôle. Je pense que ce n'est pas drôle. Réchauffement climatique, guerre, terrorisme, transformation rapide de nos sociétés. Mais dans 50 ans, Mira aura l'âge de mes parents. 80. Hmm. Oui, elle sera toujours là. Elle aura probablement vu fondre une partie des glaciers de l'Himalaya, mais son combat pour une société plus juste, moins patriarcale, son combat pour une écologie du tourisme sportif dans l'Himalaya, ce combat-là aura été en grande partie gagné. Ça, j'en suis certain. Des signes sont déjà là, très probants. Vitali Klitschko et Mélina et le travail que je fais avec les poètes ukrainiens permettra de faire naître dans toutes les bibliothèques et dans toutes les librairies de France un domaine de littérature ukrainienne qui n'a jamais existé. Jusqu'à présent, la littérature ukrainienne, eh bien, c'était même encore aujourd'hui, hein, si vous cherchez des romans d'auteurs ukrainiens, il faut aller tout simplement dans le domaine russe. Vous n'avez pas d'autre possibilité. Mais dans 50 ans, vous aurez
le mot littérature ukrainienne dans les bibliothèques, dans les librairies. Nous assistons à l'émergence d'une littérature comme les littératures francophones issues de la décolonisation. Voilà. Il y a 50 ans, je vous rappelle quand même que les auteurs maghrébins, on les trouvait dans les rayons de littérature française. Aujourd'hui, voilà, ce n'est même pas une option, vous voyez. Donc, je pense que moi, je crois à la capacité humaine d'inventer, de réinventer la vie. Et voilà, donc j'ai envie de dire, mettons-nous au travail. Bien sûr, des années difficiles nous attendent, mais la capacité humaine de dépasser les problèmes qui sont... Je crois aussi, on peut peut-être miser sur... on doit miser sur l'intelligence humaine. Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est que nous sommes face à une complexité qui est complètement systémique. Le monde est beaucoup plus complexe aujourd'hui qu'il ne l'était lorsque j'étais il y a 30 ans, où nous avions l'impression d'assister à des problèmes distincts les uns des autres. Mais aujourd'hui, crise économique, montée des extrêmes, des nationalismes, migration de population, réchauffement climatique, terrorisme, etc., etc. Toutes ces questions sont imbriquées les unes dans les autres. Il n'y a pas un des domaines que je viens d'évoquer qui soit totalement déconnecté des autres. Cela cela lance un défi formidable à l'humanité qui va devoir développer des capacités de réflexion, d'intelligence, de compréhension de la complexité du monde, qui sont des chantiers majeurs. Donc, allez, dans 50 ans, il y aura peut-être des élections mondiales. Ce serait bien. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a- Et puis je termine en disant aussi que pendant longtemps, on a pensé que il ne s'agissait plus de comprendre le monde et qu'il fallait le transformer. Alors, on dira aussi, mais ça je le dis déjà dans des poèmes, maintenant il s'agit surtout de le nettoyer, hein, et puis ensuite on verra comment améliorer le monde dans lequel nous allons faire grandir nos enfants et nos petits-enfants. il y a une épigraphe de Nietzsche au tout début et elle m'intéresse particulièrement puisque Nietzsche dit il faut avoir une musique en soi pour faire danser le monde. J'aurais voulu savoir quelle était la tienne, Bruno, toi qui fais danser aussi le monde finalement. Bah, c'est la force de la littérature, hein, clairement. C'est la capacité de mettre des mots sur les choses de la vie. Je crois que lorsque nous avons les mots à notre disposition, euh, nous avons en nous quelque chose qui nous permet, je l'ai dit tout à l'heure, de penser le monde avec nuance, dans sa complexité, sans le réduire à des schémas binaires, réducteurs, euh, mais aussi à parvenir à nous penser nous-mêmes comme un autre. Ça, c'est quelque chose qui est formidable, de pouvoir se glisser dans la peau d'autrui. Et ça veut dire aussi que l'on parvient peut-être un peu mieux à comprendre l'autre et que l'on accepte l'identité de l'autre et sa différence. Donc, cette musique qui est en moi, c'est celle de la poésie, de la littérature, qui me semble un souffle tellement puissant. D'abord, vous voyez, c'est un souffle qui ne se satisfait pas du tout de la séparation des vivants et des morts, par exemple. Euh, je lis tous les jours des auteurs, il y en a plein derrière moi, des auteurs qui ne sont plus là et qui continuent à nourrir notre quotidien. Ils sont un peu comme les étoiles qui illuminent nos nuits. Certaines sont des astres éteints dont la lumière continue à nous parvenir. Donc moi, je crois à cette force de la littérature qui traverse l'espace, le temps, qui relie les êtres, les générations, les cultures, les langues, et qui dépasse cette espèce de catégorie
trancher entre les vivants et les morts. Très bien. J'aimerais que tu nous parles aussi puisque Mélina écrit dans cette partie carnet du bord de mer, le fait de devoir relier les personnages sans faire de nœuds. Ça, c'est quelque chose qui est pas forcément évident dans un roman. Et pour le coup, là, une fois de plus, tu le fais admirablement bien. Mais comment as-tu travaillé, notamment peut-être nous parler de ton travail avec Emmanuelle Colas, l'éditrice du roman. Comment se sont passées ces années de travail avec elle? Parce que Alors, finalement, dans ce carnet, il y a deux choses dans cette question. Il y a la question de la structure du livre et dont je voudrais dire un mot. Et puis ensuite, il y a le travail et la formidable confiance qu'Emmanuel m'a donnée. Alors, je commence par la question de la structure du livre. En fait, euh, vous savez que j'ai un intérêt particulier pour la Grèce. On a évoqué Yannis Ritsos, on a évoqué mon dernier roman. Euh, Certains ont déjà compris que la brèche que j'avais ouverte à la fin de Ne pleure pas sur la Grèce, eh bien, je l'ai comblée avec Indomptable. Et en fait, ce qui m'intéresse le plus dans mon nom, c'est la dernière lettre. C'est ce Y. Ce Y, il est très étrange. Quand j'étais gamin, je me demandais d'où il venait parce que tous les doucets que je connaissais s'écrivaient CET. Et je ne sais pas d'où vient ce Y, mais c'est une lettre grecque, n'est-ce pas? Le Y. Alors, j'ai pris cette lettre et je l'ai couchée. Je l'ai couchée comme un entonnoir. Vous avez deux histoires, vous voyez, comme une fourche sur le côté, deux histoires qui se croisent. L'histoire de Mira, l'histoire de Vitali. Et ensuite, ces deux histoires se rejoignent dans une troisième histoire, celle de Mélina. Je n'en dis pas plus, mais la structure de mon livre, c'est la structure même de la dernière lettre de mon nom. Et je crois que cela porte aussi une partie de la signification du livre, c'est-à-dire ce qui se dit avec cette lettre, c'est la question du choix. À un moment donné, eh bien, le chemin se divise en deux branches et nous avons un choix à faire. Partir ou rester, etc. Enfin, il y a tout un passage justement là-dessus. Euh, avec un personnage dont on n'a pas du tout parlé, mais qui est Elpida, cette jeune grecque ukrainienne comédienne à Mariupol qui va perdre la vie dans le théâtre de Mariupol, mais qui a une force de caractère et de tempérament extraordinaire euh, et qui est née de mon imagination, hein. Ne me demandez pas qui m'a servi de modèle, je ne pourrais pas vous le dire. Mais en tout cas, elle est là, elle parle justement de ce Y qu'elle va tracer sur le sable et qui lui semble être vraiment la question du choix, choisir une vie autre que celle que les autres ont décidée pour nous. Donc c'est de cela dont parle la structure du livre. Alors, tout cela, l'ai-je dit à Emmanuel Colas? Un peu, pas tellement. Pendant un an et demi, je savais que Emmanuel m'attendait et que bien souvent on se voyait en France ou en Grèce aussi, en Crète, où nous nous sommes vus plusieurs fois. Et, et Emmanuel me disait, mais tu sais, dans ta vie d'éditeur, voilà, il faut replacer l'écriture au centre. De ta vie. J'ai lu et relu tes différents romans. J'attends le prochain. Et cette simple attente d'Emmanuel, quelques bons conseils de Muriel m'accompagnent aussi sur la manière d'aménager mon temps dans une vie où il est très souvent dévoré, eh bien, m'ont beaucoup aidé euh, à donner corps à ces histoires. Voilà, à ces trois histoires, celle de Mira, de Vitali et de Mélina. Et, et lorsque j'ai remis mon manuscrit à Emmanuel au cours de l'été, à la fin du mois d'août, elle m'a fait une suggestion formidable, parce que le livre commençait initialement par cette petite feuille dorée
cette petite feuille de Ginkgo qui est ballottée dans les eaux de la rivière Arun, avec cette idée que formule Mira, que la chance, quand elle passe, il faut l'attraper. Sinon, si tu n'attrapes pas la chance qui passe devant toi, eh bien, elle s'en va, comme cette petite feuille sur les eaux de la rivière qui disparaît à jamais, qu'on ne reverra pas. Et donc, je débutais de cette façon-là, avec plusieurs chapitres consacrés à Mira, qui sont des chapitres quand même, je crois, plus poétiques que l'entrée en matière qu'Emmanuel m'a suggérée. Elle a pris le manuscrit, elle l'a regardé, elle m'a dit, page 40, c'est comme ça qu'il faut que tu commences là, avec le ring, immédiatement le combat entre Vitaly Klitschko, euh, le combat à Los Angeles là, du 26 septembre 2009, entre Vitaly Klitschko et ce boxeur Areola, mexicano-américain, qui veut renvoyer, le Rustok, le soviétique, dans son isba à coups de poing. Commence par là et m'a-t-elle dit, tu vas surprendre tous tes lecteurs. Ben, c'était tellement pertinent. euh, Parce que je crois que finalement, avec cette entrée en matière, je me retrouve dans une situation qui n'est pas celle que l'on imaginait pour moi. Voilà. Clairement, clairement. C'est évidemment, je pense que beaucoup de tes lecteurs habituels vont être extrêmement surpris par ce livre-là. Ça, c'est une évidence. Justement, en tant que tu parlais de ton rôle d'éditeur, c'est aussi très intéressant quand un éditeur écrit et publie des romans. Euh, Dans ta tête, dans ton esprit, comment s'effectuent les choses? Comment est-ce qu'il y a véritablement une dualité entre celui qui édite, celui qui écrit? Est-ce que tu t'auto-corriges? Est-ce que tu te flagelles aussi parfois? Il y a des phrases parfois où tu es d'une grande modestie sur quand Mélina intervient et on voit la patte Bruno Doucet aussi derrière elle, sur cette humilité à corriger des choses, à, à- à, comment dire, à enlever certains mots, à enlever certaines phrases, et notamment avec ce chemin croisé qui était peut-être la première mouture et le premier titre d'Indomptable, je ne sais pas, mais c'est possible, Mhm. j'imagine là aussi. Mais pour le coup, comment ça se concrétise dans ta tête? Est-ce que la Non, casquette non, d'éditeur... pour le coup, si tu veux, je laisse quand même je laisse quand même mon costume d'éditeur au vestiaire. Et je laisse aussi une grande partie de mon savoir-faire de poète au vestiaire, parce que euh, ces aspects techniques de l'écriture, je ne les intellectualise pas quand j'écris. Je suis emporté par une histoire. Certes, pour écrire l'histoire de Mira, j'ai dû me documenter fortement. Ça m'a pris du temps, hein. C'est des mois et des mois de travail. Euh, Tchernobyl, l'effondrement de l'URSS, la boxe, là aussi, c'est beaucoup de travail. Mais à partir du moment où je suis arrivé à la deuxième partie, c'est-à-dire le journal de Mélina, c'était effectivement un peu mes mots. Et là, ça glissait, les mots glissaient assez facilement sur la surface de la page. Euh, mais je ne suis pas l'éditeur de ce livre. Voilà, j'ai une très bonne éditrice. Alors, voilà, je suis complètement libéré de cette question-là, totalement. Et puis, je n'agis pas non plus en poète parce que l'écriture poétique, c'est tout à fait autre chose. D'abord, on ne lui donne pas de rendez-vous à la poésie. On ne va pas se dire, je prends une semaine pour aller écrire de la poésie. Ça ne marche jamais comme ça. Elle vient ou ne vient pas. Et parfois, elle déjoue les rendez-vous que nous lui fixons. Alors que le roman implique une ascèse. C'est un peu comme un entraînement sportif, hein. Il y a beaucoup de points communs, je trouve, entre l'écriture romanesque et la pratique sportive, hein. D'abord, faut tenir dans la durée. Il me semble que... Moi, j'ai l'impression d'avoir couru plusieurs marathons, hein, pour écrire ce livre. Très clairement, très clairement. Il faut se lever tôt, il faut avoir presque une hygiène de vie qui permet de tenir un effort dans la durée. Et puis, comme dans le sport, hein, vous savez, on va de la douleur au plaisir. On va du doute à la joie.
Je dis bien à la joie, pas la certitude. On n'est jamais sûr de quoi que ce soit. Ce sont les lecteurs qui nous diront ensuite si le livre que l'on a écrit est ou non réussi. Mais on va vraiment de cette douleur au plaisir, avec le sentiment d'avoir dû se dépasser pour accomplir quelque chose. Moi, je ne savais pas si j'allais pouvoir faire ce livre au départ, cet objet un peu inclassable, un peu étrange, qui est un roman euh, dans lequel j'allais jouer avec les codes de la fiction, sans donner l'impression que c'était un jeu gratuit. Vous voyez, j'étais pas en train d'écrire un livre à la Pérec ou même j'ai beaucoup lu Borges quand j'étais jeune, mais j'ai jamais eu l'impression de faire quelque chose comme ça, de vouloir écrire des vertiges ou d'être dans des jeux de miroir. Jamais. C'est quand même la violence du monde d'aujourd'hui dont je parle, la guerre. C'est de cela dont j'ai voulu parler. Le courage du peuple ukrainien, le courage des Népalais, cette jeune fille qui court pour sauver des êtres des décombres du tremblement de terre de 2015 au Népal. Voilà, je parle de choses très concrètes, mais, mais comme en sport aussi, j'ai le sentiment on ne fait jamais seul de grandes choses. Les autres sont là. C'est très vrai dans les pratiques sportives. On ne fait jamais rien tout seul. Et un livre ne se fait pas sans son éditeur, son éditrice, sans ses lecteurs, sans les libraires, sans vous qui pouvez le faire connaître, etc. Voilà, donc je crois beaucoup à cela. C'est pour ça que la page des remerciements, elle est importante, vraiment. Et Et puis, en premier lieu, je remercie ceux qui ne sont pas au courant, hein, c'est-à-dire Mira et Vitali. Alors, j'espère pouvoir aller leur apporter le livre, mais j'ai écrit tout cela sans leur consentement, sans leur autorisation. Ce n'est pas rien non plus. et justement, est-ce que tu y as réfléchi à ce consentement? Est-ce que c'est quelque chose qui t'a perturbé? Non, non, pas vraiment. Si j'avais fait un portrait à charge de mes personnages, sans aucun doute. Mais tout mon texte dit l'admiration que j'ai pour ces vies transformées en destin, pour leurs combats respectifs. J'espère même que peut-être Miraret, qui n'est pas si connu que cela, pourra trouver dans ce livre peut-être une force pour poursuivre son combat pour les jeunes Népalaises qu'elles tentent de sortir de leurs conditions par le sport. J'espère que mes amis ukrainiens y trouveront aussi une énergie pour continuer à se battre pour défendre leur territoire. Et puis, peut-être encore une chose, Anthony, assez importante, c'est aussi, alors c'est vrai, un livre d'éditeur, parce que je le suis, et moi je suis un éditeur indépendant, et je défends aussi un petit territoire, comme mes personnages, avec ces petits territoires indépendants que d'autres voudraient annexer. Donc je chéris mon indépendance. Et on peut peut-être voir aussi dans les combats de mes personnages une espèce de métaphore euh, de ce que l'éditeur indépendant sur des secteurs d'activité qui ne sont pas les plus faciles Indomptable. euh, doit mener à bien pour pouvoir préserver sa liberté. L'indomptable. Et on Ouais. embrasse à ce titre Hélène Dorian. Euh, justement, juste, il y a une question de Julia qui en effet pose une question plutôt juste où elle demande si, comme dans le sport, tu t'isoles des autres, que ce soit la vie sociale, les sorties, pour rester dans ton livre, pour être totalement en immersion, notamment Oui, pour la c'était matière romanesque. absolument. Merci Julia, c'est une excellente question. Oui, oui, c'était absolument nécessaire. J'avais besoin au début de temps assez long, c'est-à-dire une immersion
souvent, je partais, hein. J'ai écrit une grande partie de ce livre en Crète et je partais seul. Au moins 8 jours, 10 jours. J'ai eu besoin au départ de temps assez long. Et puis, à mesure que j'avançais dans le récit, j'ai pu réduire la durée de cette immersion. Parce que nous vient une force des personnages. À mesure qu'on avance dans le livre, les personnages deviennent de plus en plus tangibles, de plus en plus incarnés, et leur place n'est plus simplement sur l'écran de notre ordinateur ou sur le carnet où nous prenons nos notes, mais véritablement, cette place est métabolisée, elle est en nous, ils deviennent partie intégrante de nos vies. Combien de fois j'ai rêvé à mes personnages? Combien de fois ils m'ont réveillé la nuit avec des idées, des phrases, etc. Donc j'ai besoin de cette immersion. Euh, et ce qui est étrange, c'est que c'est une mise à l'écart qui est nécessaire, avec probablement aussi un besoin de solitude à des moments particuliers. Et en même temps, c'est une mise à l'écart qui nous ramène au cœur du monde et qui nous ramène aux autres, mais exactement comme dans les pratiques sportives. Il y a ce temps de l'entraînement, de la préparation physique et mentale. Et puis ensuite, il y a le temps de la compétition ou de l'épreuve, etc. Est-ce que tu considères aussi que tes personnages, finalement, pense finalement beaucoup trop, enfin beaucoup trop, non, pense terriblement aux autres. Court, elle, Mira par exemple, elle court par altérité, clairement. On a l'impression qu'elle ne court pas pour elle-même, elle court pour les autres, pour les futures générations. Vitaly Klitschko, c'est peut-être autre chose, c'est peut-être par rapport à un lien familial et par rapport à son identité aussi. Il y a quand même ce côté du sport par l'altérité, ce qui n'est pas forcément quelque chose qu'on valorise aujourd'hui. Et je trouve que c'est intéressant d'entrevoir ton roman par ce phénomène-là. Moi, j'aime beaucoup ce mot parce que on peut hésiter entre les mots altruisme, altérité, mais aussi altération. C'est très intéressant parce que c'est la même étymologie, hein. C'est le mot latin alter qui veut dire l'autre, mais on voit bien que quelque part dans les pratiques sportives, il y a quelque chose qui nous altère, qui qui va nous entamer même physiquement. On va aller au bout d'un effort. Il y a des passages, par exemple, peut-être assez difficile où la violence des coups reçus par le boxeur ou bien même l'épuisement physique de Mira qui à un moment donné tombe d'inanition parce qu'elle court sans avoir mangé, etc. Donc c'est bien une altération des capacités et en même temps c'est cette altérité qui les fait avancer dans la vie. Et d'ailleurs, ce qui est très intéressant aussi, alors Mira, elle court pour les autres, ça c'est très clair, très évident. Et d'ailleurs, elle va même s'engager dans les milices maoïstes, en partie pour ses parents, hein. Elle le fait pour pouvoir envoyer de l'argent à ses parents et ne pas être une charge. Et puis elle veut aussi échapper à cette tragédie qu'est ce mariage forcé. Et, et quant à Vitali, alors lui, il lit la psychologie de l'adversaire, clairement. Euh, il boxe pour connaître l'autre, comprendre l'autre. Et il va déjouer constamment les tentatives de prédation de ses adversaires. Donc là aussi, cette prise en compte de la psychologie d'autrui, elle est absolument fondamentale dans la pratique sportive. Mais moi, je pense que euh, le sport de haut niveau demande beaucoup de capacités intellectuelles, d'intelligence, d'analyse, de compréhension des situations. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et puis, il y a aussi, il faut bien le dire, dans certaines activités sportives, une dramaturgie, quelque chose qui ressemble vraiment, pour le coup, énormément à la littérature. Il y a des sports qui se regardent et qui se lisent comme des feuilletons, véritablement. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'intéresse. Et des rivalités même. Et, oui, des rivalités, des dépassements de soi, et voilà.
Mais c'est vrai que je parlais d'altérité en contradiction avec ces deux sports qui sont des sports individuels. C'est ça qui est, je trouve, encore plus beau. Oui, absolument. Oui, oui, alors, ce sont des sports individuels. D'ailleurs, j'ai prévu je ne sais pas si c'est possible, un deuxième petit passage Bien sûr. à vous lire. Alors, je vais regrouper deux tout petits passages, c'est très court, mais qui évoquent justement cela et le rapport justement entre le sport et l'écriture. Alors, c'est Mélina qui écrit, bien sûr, hein, et qui s'exprime. Ma main court sur le papier. Elle monte et descend les collines, trace son chemin au-delà des paysages familiers, file sur la feuille, à tout petits pas d'abord, puis à grandes enjambées, évitant les embûches, déplaçant sans cesse la ligne d'horizon. Ma main frappe le papier. Elle imprime sa marque sur la fibre des pages, repousse l'obscur, répudie le silence, conjure l'absence. Et quand elle paraît virevolter entre les cordes, quand elle esquive et se déplace, c'est pour augmenter son impact. J'écris avec mon corps, je marche dans ma tête. La course à pied, la boxe, ce sont des sports pour lesquels tu n'as besoin de rien, ni ballon, ni raquette, ni quoi que ce soit d'autre. Tu peux te battre et courir nu. Le sculpteur, le musicien, le peintre, que ferait-il sans bois et sans gouge, sans piano ou sans saxophone, sans pigments et sans toile? Assembler des mots, composer une histoire, un poème, même dans l'obscurité d'un cachot, sans papier ni crayon, langue arrachée, doigts tranchés, celui qui a les mots porte l'énergie primaire de la transformation du monde. Merci Bruno. Merci à vous. Alors, il y a beaucoup d'ellipses aussi dans ce roman, et c'est très intéressant de savoir aussi ce qui a forgé tes choix pour traiter l'ensemble de leur vie. Il y a beaucoup d'événements dans leur vie, tu ne les as pas tous traités. Justement, comment tu as opéré des choix si précis, succincts parfois, parfois beaucoup plus émouvants, des moments de combat, des moments de lutte, des moments de lutte intérieure aussi. Comment tu as finalement véhiculé tous ces moments clés de leur vie? Très bien. On pourrait dire qu'il y a trois types de temporalités différentes, trois temporalités différentes. D'abord, celle de Mira. Alors, celle de Mira, elle est comme une narration, comme une espèce de travelling, en fait, hein. Je la suis de façon chronologique. On part de l'enfance, son adolescence, le moment où elle est enrôlée, sa vie avec les milices maoïstes dans la jungle, le moment de désarroi où elle se retrouve seule dans Katmandou, la première course, la victoire en 2015 sur le marathon du Mont Blanc, etc. Et donc là, c'est une chronologie sans flashback, sans retour en arrière. J'ai choisi pour cette jeune femme qui court le principe de la linéarité, très clairement. Je n'ai pas abordé les déplacements du boxeur de la même manière. J'ai fait en sorte que cette deuxième temporalité narrative soit complètement différente pour Vitaly Klitschko. Je fais des va-et-vient dans la chronologie, d'avant en arrière, exactement comme il se déplace sur un ring. Voilà. Et donc ça, je tenais absolument à ça. Peut-être que ça rend les choses un petit peu plus compliquées, mais en même temps, les dates sont données, on le retrouve, voilà. Et il y a des choses pour lesquelles je me suis appuyé vraiment sur, par exemple, le combat avec Chris Aerola, on peut le trouver sur Internet. Je, je l'ai regardé 50 fois. Je le connais absolument par cœur. Donc, quand j'ai voilà, commencé à écrire, c'est exactement comme si je l'avais moi-même vécu. Mais par contre, le chapitre suivant, en RDA, tout ça, je l'ai bien évidemment, vous vous en doutez, imaginé. Euh, et donc, j'ai joué avec une temporalité différente
d'avant, en arrière, pas de côté, etc., esquive, moment d'affrontement. Donc j'ai travaillé cette thématique de la boxe complètement différemment. Et puis pour Mélina, alors là, on est vraiment dans la vérité des faits qui se sont déroulés en Ukraine après le, le 24 février. La chronologie est exacte. Par exemple, le moment où elle fabrique des cocktails Molotov, c'est le moment où les Ukrainiens l'ont fait, où ils ont appris à le faire. Et elle a quitté Sartana, ce petit village à côté de Mariupol, juste au bon moment, parce que ensuite Deux la jours avant. résistance n'y est plus possible. Voilà. Euh, et donc là, je suis dans une chronologie extrêmement resserrée, linéaire elle aussi, mais dans un journal de bord avec quelques ellipses qui correspondent à des moments où elle ne peut plus écrire, mais en même temps des projections par l'imaginaire, en fait, hein. Elle échappe à son quotidien par l'imagination et par le projet, parce qu'elle n'a pas tout à fait renoncé à réunir dans un colloque Mira et Vitali, puisque c'était l'objet même de son projet au départ. Et puis, il y a ces dernières pages où elle imagine ce que sera son départ en bus jusqu'à la frontière moldave. Et ça correspond très exactement à ce que les Grecs appellent toujours les opérations Nostos, de retour au pays. Et vous le savez peut-être, ces opérations Nostos, elles ont vraiment eu lieu. Je pense qu'il y en aura encore. Et vous avez vu que l'actualité, quelque part, nous rattrape. Le missile qui est tombé à Odessa, à 150 mètres du président, il y a 2 jours, hein, à 150 mètres du président Zelensky et du Premier ministre grec, pose clairement cette question de la relation entre les Grecs et les Ukrainiens. Vous avez peut-être vu aussi dans l'actualité, ça c'était hier, que nous avons découvert que l'armée russe a enrôlé des migrants venus d'Inde et du Népal. Donc j'ai l'impression que quelque part, mon roman est comme un bateau qui va naviguer dans des eaux où il n'avait pas forcément au départ prévu d'aller, mais que la réalité va rattraper la fiction et que réalité et fiction vont continuer à tisser leur étrange pas de danse. Voilà. Très bien. Il y a une phrase de Mira qui est plutôt aussi frappante, c'est la suivante, et je ne sais pas si tu es d'accord avec celle-ci. La patience est la plus grande des prières. Mm. Elle est intéressante cette phrase parce que c'est dans le carnet de bord, euh, Ouais, carnet du bord de mer d'ailleurs, ouais. qui aurait pu s'appeler carnet de guerre. Tu l'écris aussi. Ah, C'est intéressant aussi de voir que finalement, là aussi, je rejoins ce que disait tout à l'heure Jennifer sur le côté optimiste de la chose. Pourquoi il ne s'est pas appelé finalement carnet de guerre? mhm. Oui, objectivement, c'est un carnet de guerre, hein, mais Mélina le dit, elle a acheté ce carnet, celui-ci, hein, que j'ai acheté en fait à Kiev. À l'époque, on disait encore Kiev en 2015, mais elle l'a acheté sur les rives de la mer d'Azov, où elle vivait. Sartana, c'est tout à fait au bord de la mer, comme Mariupol. Et donc, c'est son carnet du bord de mer. Et d'ailleurs, son fils a pris la mer, son fils est parti rejoindre ses grands-parents dans le Dodécanèse, et puis elle-même va avoir, grâce à Mira et Vitaly Klitschko, la possibilité d'aller organiser l'Ultra Trail de la solidarité sur les hautes terres de la Crète. Voilà, c'est là que se termine le roman. Et alors, cette phrase de Mira, la patience est la plus grande des prières. Alors, cette phrase, moi, je ne l'ai pas inventée. En fait, c'est une phrase qui vient de la culture népalaise. Euh,
Et donc, je trouve qu'elle lui va à merveille parce que quelle patience il faut pour pouvoir construire un corps capable de courir 180, 100, 120, 150 km. Mira, avec ses 1,50 m et ses, je ne sais pas, 45 kilos, elle a réalisé des choses qui sont complètement inouïes. Elle a gagné des courses dans le monde entier de très grandes distances. Et puis aujourd'hui, aujourd'hui elle court toujours, hein. Moi, je la suis de temps en temps sur les réseaux sociaux. Je vois où elle va, je vois où elle est. Puis je vois le travail qu'elle fait aussi pour aider les jeunes Népalaises issues comme elle des classes les plus défavorisées à trouver une émancipation par le sport. C'est-à-dire que le sport est un passeport pour l'ailleurs, comme la littérature est un passeport euh, voilà, pour l'ailleurs, et comme la littérature est aussi peut devenir un passeport européen pour le peuple ukrainien. D'ailleurs, je me suis posé la question, mais je n'ai pas cherché, mais est-ce que d'autres romans ont été écrits sur ces deux figures en France? À Personne, ma connaissance, non. il me semble Non, pas. non, non, non. Je ne les ai jamais vus nulle part. Non, non. Mais ce qui est très étrange, c'est, mais je vous l'ai dit en ouverture de cette rencontre, mais Mira courait déjà dans ma tête. J'avais déjà pris des notes depuis déjà peut-être plus de 2 ans. Euh, et elle est venue, la guerre en Ukraine est venue complètement créer une espèce de télescopage entre deux personnages que tout oppose. Voilà, la jeune fille capable, la jeune fille devenue championne du monde d'ultra trail, on pourrait dire les choses ainsi, même si ce n'est pas une discipline reconnue en tant que telle, et puis le géant. Voilà. Et je me suis dit, mais ces deux-là, voilà, j'avais envie qu'ils se rencontrent et qu'ils pactisent dans une histoire où l'un et l'autre seraient les personnages de quelqu'un qui s'initie à l'écriture, parce que c'est véritablement ça. Et j'avais une dernière question pour toi, Bruno. Je demande toujours aux auteurs de choisir un autre écrivain, la plupart du temps méconnu, qu'ils aimeraient remettre en avant. Et ça, c'est clairement ton domaine, puisqu'en tant qu'éditeur, tu en as beaucoup. Et puis, tu parlais tout à l'heure d'indépendance et de petits territoires à faire émerger. Je te laisse la parole pour savoir qui tu aimes. Voilà. Très bien. Alors, il se trouve que avec la guerre en Ukraine et le travail que j'ai pu faire en co-traduisant des auteurs ukrainiens, j'ai découvert un poète dont j'ignorais tout, un poète qui s'appelle Mikhail Semenko, qui a appartenu à ce qu'on appelle la génération de la Renaissance fusillée, qui a vécu au début du XXe siècle qui était un poète futuriste. Mais exactement, si vous voulez, il a vécu à la même époque qu'Apollinaire, et on a connu en Russie, en Ukraine et ailleurs aussi en Europe, eh bien, les mêmes mouvements de libération de la littérature, le même renouveau. Et lui, Mikhail Semenko, eh bien, a voulu donner une version ukrainienne de ce qu'on appelait à l'époque l'esthétique du futurisme russe. Il a pour cela été déporté, il est mort au goulag à l'âge de 42 ans. Je n'avais jamais entendu parler de cet écrivain, jamais. Son œuvre est majeure, elle est aussi importante que celle d'Apollinaire. Et je me suis rendu compte en fait que j'avais naïvement cru, peut-être, que Vladimir Mayakovsky était le seul grand poète de cette génération, de cette époque. C'est-à-dire que, si passionné que je puisse être de la littérature, eh bien, je n'avais pas réalisé qu'il puisse y avoir une littérature en langue ukrainienne. Et donc, voilà, j'ai découvert ce poète qui n'a jamais été traduit avec une jeune Ukrainienne avec laquelle je travaille.
et là, Yevtushenko, nous avons traduit une douzaine de ses poèmes. Nous en avons déjà publié dans deux ouvrages différents, mais j'ai le projet un jour, pourquoi pas, de poursuivre ce travail et de le faire découvrir. Michaele Semenko. Merci. Et alors, une dernière question, parce que ton actualité est toujours très brûlante. On sait que tu as beaucoup de projets en parallèle la plupart du temps avec tes différentes casquettes. Est-ce que tu travailles sur quelque chose qui ressemblerait à une matière romanesque? Est-ce que c'est la poésie qui t'a plutôt convoqué? Je dirais même, tu parlais tout à l'heure de convocation presque. Alors, pour l'instant, aucune matière romanesque. Je suis encore complètement avec mes personnages. Et puis, il y a ce livre à porter, à défendre. Et donc, j'ai furieusement envie d'aller à la rencontre des lecteurs. Et je ne m'autoriserai à penser à un autre roman que plus tard. Par contre, il y a des sujets qui frappent à ma porte en poésie. Alors, il y en a deux, ça va vous surprendre, qui n'ont rien à voir du tout avec ce que je suis en train de raconter avec Indomptable. Le premier, c'est que je commence un travail avec un plasticien qui s'appelle Robert Lobet, qui vit dans le sud de la France, et nous sommes en train de préparer ensemble un livre poétique et graphique sur Alexandrie et en Égypte, la ville d'Alexandrie. Et c'est un livre qui devrait être, je l'espère, publié par l'Imprimerie nationale. Donc c'est ce qu'on pourrait appeler un livre rare, un livre de prestige. Voilà, ce genre de livre où un typographe ou un imprimeur travaille peut-être pendant un an pour réaliser quelques dizaines d'exemplaires. Donc je suis en train de commencer des petits textes sur Alexandrie, sur le monde souterrain, les citernes, euh, la part absente d'Alexandrie, le phare qui n'existe plus, mais qui a fait rêver l'humanité. Un livre dans lequel eh bien, Alexandre et Homère dialoguent, Cavafy et Laurence Durel qui a vécu, etc. Voilà, alors j'ai ça. Et puis j'ai un autre sujet qui vient frapper à ma porte. Peut-être que c'est Mira qui me l'a amené sans le savoir, Mira Rey, parce que je commence à écrire aussi sur les glaciers. J'ai envie d'écrire des poèmes sur ce qui est en train de disparaître, les glaciers, et qui se passe très très bien de l'existence humaine. Ça irait même beaucoup mieux pour les glaciers de la planète sans l'intervention humaine. Et donc je commence tout doucement un travail un peu froid, un peu comme ça, documentaire en poésie sur l'univers de la glace et sur ces glaciers qui fondent. Et je me dis, la fonte des glaciers, alors ça fait des très belles choses dans les pâturages des Alpes, par exemple, hein. Ça fait ressortir toute une faune, une flore, mais cette vie qui émerge de la fonte des glaciers, c'est l'annonce d'une mort. Et donc, voilà, je commence à travailler sur ce sujet-là et j'aimerais bien, en fait, faire entendre la langue du glacier, puisque on parle de langue du glacier. Vous voyez, l'image, elle est très belle, mais je prends le mot langue au sens propre du terme. Quelle est cette langue et comment peut-on la faire entendre ou la traduire? Magnifique. Merci à vous. Bruno, merci infiniment. C'est vrai qu'à chaque fois qu'on t'écoute, qu'on te lit, on est toujours surpris, happé. C'est toujours un bonheur et les commentaires dans la discussion à côté, évidemment, sont au-delà d'élogieux, mais c'est tellement mérité. On aimerait que tous les Français puissent découvrir un poète, un auteur comme toi. Et je pense que ça ouvrirait beaucoup de frontières et beaucoup de portes et une grande ouverture d'esprit à beaucoup de personnes en France et dans le monde. Voilà. Euh, Merci, merci infiniment. Merci à toi, Bruno. Moi, Merci je suis infiniment. très, très, très touché. Et puis, je dois vous dire, voilà, c'est le premier moment pour Indomptable, hein. C'est le tout premier moment. Voilà. Vous êtes les On est ravis. premiers lecteurs, les premières lectrices. Il n'y en a pas eu d'autres avant, en dehors de l'éditrice et de Muriel qui m'accompagne. Mais donc, pour moi, c'est quelque chose de très, très fort. Il me semble que ça donne un cap. Voilà. Et en tout cas, une ferveur qui me touche profondément.
Ça donne même un phare, je dirais, d'Alexandrie. Et on Ben, merci. retrouvera ainsi. Merci. Merci infiniment à toi, Bruno, et on embrasse Muriel et on espère vous voir le 13 avril à cette soirée. Merci. Nous serons là. Super. Je Merci vous à tous. embrasse. Merci infiniment. Merci beaucoup. À bientôt à tous les deux. Au Au revoir. revoir, tout le monde, et on se retrouve tout à l'heure.